Ce soir. Vous dire un petit peu, qui je suis. Eh bien, je suis quelqu'un de joyeux et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai créé un club de réflexion sur le bonheur citoyen, la Fabrique Spinoza, en me disant qu'il y avait des éléments scientifiques à partager sur ce sujet, avec les pouvoirs publics, avec les écoles, avec, les entreprises, avec, les citoyens et susceptibles, eh bien d'apporter des clés de réflexion. Voilà, on est présent dans une, vingtaine de villes avec des communautés bénévoles. On accompagne aussi des organisations et on produit des rapports, scientifiques autour du bonheur, qu'on adresse à l'Élysée, au Parlement, à l'OCDE, à l'ONU, et cetera. Donc on a des marques de reconnaissance, sur ce sujet-là, sur ce drôle de sujet qu'est le bonheur et ce soir, peut-être juste pour vous dire, qu'attendre et que ne pas attendre, je me présente à vous avec beaucoup d'humilité parce que, oui, ça fait 10 ans qu'avec, mes collègues, on travaille sur le bonheur, mais être parent et parent de collégiens en ce moment, c'est pas facile. Donc ce que je vais vous apporter, ce sont des inspirations. Je suis, ni coach, ni psychologue, ni consultant dans ma posture. J'ai envie de partager des éléments qui sont susceptibles de vous éclairer, de vous aider, de vous inspirer. Et on aura 30 à 40 minutes, où je vais partager des choses et puis un temps d'échange ensuite pour débattre, et recueillir vos contenus. Voilà, et si quelque chose ne se passe pas bien, vous le dites dans le chat, je puisse m'interrompre, clarifier ou créer une séquence d'échange de questions-réponses. Alors, ce dont on va parler ce soir, c'est, quelques petites choses. D'abord, reconnaître que c'est pas facile. Ensuite, s'interroger sur, quand détecter la détresse, chez nos enfants. Je dis nos enfants, j'en ai un qui a 2 ans et demi, donc je sais pas votre expérience, mais je dis nos enfants quand même. Troisièmement, essayer de comprendre sur ce qui se passe en ce moment chez eux et enfin, s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, pour que ça aille mieux? Et je vous apporterai pas de potions magiques, mais juste, des idées, qui peut-être feront écho. Alors, tout d'abord, reconnaître que c'est dur, eh bien, je pense que moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père, élevé dans un orphelinat militaire allemand, me disait, «Alexandre, à ton âge, on n'est pas fatigué» et il disait ça à peu près à tous les âges et je pense que, c'est important de reconnaître que c'est difficile et donc nos enfants peuvent ne pas bien aller et qu'on peut avoir plein de postures vis-à-vis d'eux, mais à minima reconnaître que c'est pas facile. Et puis peut-être pour rendre ça tangible au-delà de notre propre expérience, eh bien se rappeler que le Times qui, fait toujours des couvertures assez marquantes, le Times Magazine, a nommé l'année 2020 la pire année de l'humanité. Alors, quand même sur 5 000 ans d'humanité, il y a certainement déjà eu des pestes, des guerres, des années dramatiques, mais aussi globales, rarement. Donc reconnaître ça et donc reconnaître que ça puisse être difficile pour nos enfants. Nos enfants ne sont pas des héros et nous non plus. Pas toujours en tout cas. Alors, j'avais envie de commencer par une question, qui est, s'interroger quand est-ce qu'il y a détresse? Eh bien, là-dessus, je pense que c'est important, de se dire à quel moment, au-delà d'échanges comme aujourd'hui, il faut consulter, il faut chercher de l'aide. Ben, tout d'abord se dire que les manifestations, à observer, c'est lorsqu'il y a colère, lorsque votre enfant, votre adolescent, s'énerve très facilement ou encore pire lorsqu'il ne parle pas. Les spécialistes du burn-out et je pense qu'on peut faire l'analogie entre le burn-out professionnel et le burn-out scolaire, eh bien, disent qu'il y a différents stades. Il y a un stade en général où, on se jette corps et âme, dans une activité, professionnelle ou scolaire. Il y a une phase où, on se fatigue, on s'épuise. Il y a une phase où on exprime énormément d'émotions et puis il y a une phase, qui est la plus, inquiétante, c'est celle où tout d'un coup, on observe des comportements qui sont un peu robotiques, un peu apathiques et c'est là, à cette phase-là, qu'il faut s'inquiéter parce que juste après, peut y avoir burn-out. Donc le moment où tout d'un coup, il y a une forme de renoncement qui est qu'au lieu d'être des êtres pleins de joie, pleins d'émotions, vivants, eh bien, on est des êtres un peu rabougris et donc là, il faut réagir, il faut chercher des soutiens, professionnels, à cette situation-là. Un questionnaire que je peux partager avec vous, qui s'appelle le CBI,
Copenhagen Burnout Inventory, donc questionnaire du burnout de Copenhague, qu'on trouve en ligne. On peut faire le test en ligne. Vous savez, c'est comme les tests dans les magazines, mais cette fois-ci, il est scientifique. Et vous avez des questions que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour votre conjoint, conjointe ou pour vos enfants. Et donc, les questions sont: «Je suis fatigué» et on peut donner, qualifier son degré de fatigue. Mon travail, donc travail professionnel ou à l'école, m'épuise à un degré et on peut choisir à nouveau une échelle. Je me dis que je n'en peux plus, et cetera. Et c'est très rapide, hein, il y a une vingtaine de questions. En une vingtaine de questions, on a un diagnostic qui permet de savoir où on se situe. Donc ça me paraît important sans dramatiser, hein, vous en faites pas, je vais pas vous je vais pas vous miner le moral ce soir, mais sans dramatiser, avoir, comment dire? Le discernement pour se dire: «Ah bah tiens là, faut peut-être quand même que je consulte quelqu'un, que je cherche de l'aide». Voilà. Alors, ayant dit cela, maintenant on va passer à une phase, moins inquiétante c'est de comprendre ce qui se passe. Ben, vous observez peut-être chez vos enfants un moment où tout d'un coup, alors qu'il y a plus de confinement, alors qu'il y a encore certaines libertés, eh bien, vos enfants, oui, merci, le questionnaire, vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Vous tapez CBI Copenhague et vous pouvez le trouver, via une recherche Google ou sinon, si vous ne le trouvez pas, je le donnerai à Pierre et Pierre vous l'enverra ou Pierre le trouvera. Donc il existe un moment où parfois, alors que nous avons encore certaines libertés, y compris sociales, eh bien, on ne s'en saisit plus. Et je voulais, mettre de la lumière là-dessus et vous dire que ça a un nom en science, ça s'appelle la résignation apprise. Il y a des expériences un peu cruelles qui ont été faites sur des rats où à des rats en cage, eh bien, on inflige des décharges électriques et dans un premier cas, la porte est ouverte et dans l'autre cas, la porte est fermée. Lorsque la porte est ouverte, le rat est stressé, mais il peut sortir de la cage. Lorsque la porte est ouverte et fermée, il reçoit des décharges électriques, il essaie de trouver des solutions, il bouge, il a un gros niveau de stress et puis, au bout d'un moment, il arrête de réagir. Il est apathique, juste mal, il tombe malade à recevoir des décharges électriques. Ce qui est triste mais intéressant, c'est que le moment où on rouvre la porte, eh bien le rat, alors qu'il reçoit des décharges électriques, ne sort plus de la cage. Parce qu'il est dans un état post-stress, de résignation apprise, ou alors même que les degrés de liberté ont été accrus, eh bien il ne cherche plus à sortir de la case. Et donc, c'est intéressant de se demander aujourd'hui pour nos enfants si on est dans cette situation-là ou pas, alors qu'ils sont encore pleins de vie, pleins d'énergie. Ils peuvent se saisir de ces espaces de liberté le week-end ou dans le contexte scolaire pour faire des choses et donc les remobiliser, leur dire mais voilà encore ce qu'il est possible de faire. Deuxième élément de réflexion à partager avec vous, pourquoi c'est si dur en ce moment? Bon, il y a plein de raisons, hein, mais la raison principale, c'est quand même la qualité de nos rapports humains. La plus longue étude jamais menée, sur le bonheur, eh bien, c'est une étude à l'université d'Harvard qui s'appelle l'étude Grant, G-R-A-N-T, du nom d'un des chercheurs qui l'a copilotée, menée sur 70 ans, 4 générations de chercheurs, dont, parmi les participants, un président, américain, juste au hasard, hein, qui se trouvait être étudiant à Harvard à ce moment-là. Et la question, de cette étude était de savoir ce qui contribuait au bonheur. Et la réponse est simple, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour, bien son compagnon, sa compagne, mais aussi l'amour, des amis, l'amour, des gens, que l'on côtoie et avec qui on partage des émotions, fortes et positives. Et donc, ce qui fait que les choses sont difficiles en ce moment, c'est que ce déterminant numéro un de l'épanouissement humain, c'est, le caractère dégradé de nos relations. Et donc, notre obsession, ça doit être pour nous-mêmes et pour nos enfants, comment réenchanter nos relations, comment recréer des liens humains. Un petit tips que je partage, il y a un très joli livre scientifique qui s'appelle Love 2.0. Alors malheureusement, le nom fait un peu 36-15 pour ceux qui sont de cette génération-là,
Mais, en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas l'amour sur les réseaux sociaux. C'est, un livre qui explique comment recréer des micro moments d'amour. Comment par une certaine posture d'écoute, comment par une certaine posture d'ouverture, comment par une certaine posture d'empathie, j'arrive moi ou mes enfants, eh bien, à partager par-delà les aléas, des micro moments d'amour où je ce qui m'importe le plus, c'est la tonalité positive des émotions, ou ce qui m'importe vraiment, c'est d'écouter l'autre, et ce qui m'importe vraiment, c'est de créer une résonance de moi à l'autre. Et cette qualité de relation, ce micro moment d'amour, il peut être vécu avec n'importe qui, avec des camarades, avec des collègues, sans tromper son conjoint ou sa petite amie, si vos enfants en ont déjà. Donc, je partage ça, donc l'importance des relations humaines. Se rappeler aussi toujours pour comprendre ce qui se passe, et bien que, les masques, empêchent notre empathie neuronale de se mettre en marche. Hem, l'une des structures cérébrales les plus importantes sont les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ceux qui, et bien, favorisent l'apprentissage lorsqu'on est très jeune et ultérieurement, mais aussi favorisent l'empathie. Hem, lorsque, si à un moment il y a une connexion qui se crée entre nous, bon c'est pas facile parce que je ne vous vois pas, mais vous imaginons que ce que je dis fasse écho chez vous et à un moment j'ai la tête penchée, vous pourriez imperceptiblement vous aussi pencher la tête et les émotions qui se manifestent sur mon visage peuvent se manifester sur le vôtre sans que vous vous en rendiez compte. C'est possible parce que vous voyez mon visage et le masque, eh bien, en nous coupant ici, empêche cette, cette communication, cette empathie, le déploiement des neurones miroirs, de l'action des neurones miroirs. Donc moi, j'ai essayé les masques, inclusifs avec, avec, une bande transparente ici. Ça n'a pas été très concluant, mais vous pouvez essayer aussi. La crèche de mon fils est en train d'essayer de le mettre en œuvre pour permettre aux autres de mieux comprendre à travers le dessin des lèvres, eh bien, quelle émotion se traduit. Hem, peut-être, également une autre clé de compréhension à avoir, c'est, ah oui, juste sur ce passage-là, si d'aventure on devait repasser à des moments confinés et que les cours se faisaient en visio, c'est vraiment important pour l'enseignant et pour vous vos enfants, pour les élèves, d'activer la caméra au maximum. On aurait pu le faire, ce soir, non, peut-être pas dans le mode conférencier, mais faites-le au maximum, c'est ça qui permet de créer des connexions, de créer de l'interaction et d'avoir des rapports aussi humains que possible. Autre clé de compréhension. Merci Pierre. Autre clé de compréhension, eh bien, vous pouvez parfois être surpris de ce que vos enfants vous disent, en vous disant: «La vie, c'est l'enfer» et cetera, ou «J'en ai marre de toi papa, de toi maman», ou produire des assertions, des affirmations qui sont vraiment inquiétantes et à la fois, il y a un peu de vrai dans ce qu'ils vous diront, mais aussi se rappeler que d'après le neuroscientifique Damasio, Alain Damasio, alors je suis un peu partisan parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle «L'erreur de Descartes» et l'autre, «Spinoza avait raison», donc évidemment, ça me plaît bien comme, titre de livre, mais c'est un vrai chercheur crédible et dans son livre «Spinoza avait raison», il rapporte que souvent, pas toujours, mais souvent, les émotions précèdent les idées. Et donc, si vos enfants, à un moment, sont en colère, vont pas bien, sont tristes ou sont stressés, ils sont susceptibles de produire des idées qui vont, être des chocs pour vous. Et s'ils vous disent: «De toute façon, notre vie de famille vaut rien, on n'a pas de futur» et cetera, eh bien, ils peuvent produire ces idées uniquement parce qu'en amont de ça, il y a de la colère, il y a du stress ou il y a des émotions négatives. Pour apporter de la compréhension à ça, il y a des expériences qui ont été faites par le docteur Oliver Sacks dans son livre, et rapportées dans son livre, «L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau», et dans cette expérience, il y a une femme qui est atteinte de troubles neurologiques et en lui mettant une électrode dans le cerveau et en stimulant une certaine zone du cerveau, on fait émerger de la tristesse, la patiente se met à pleurer
Et immédiatement après avoir commencé à pleurer, elle dit: «De toute façon, ma vie ne vaut rien, je suis une ratée, mon mari, est ceci, cela» et cetera. Et c'est donc pas d'abord la pensée de ces choses-là qui génère l'émotion, c'est l'émotion qui va chercher un fondement rationnel derrière et post-rationalise. Et donc c'est important de comprendre ça pour se dire que parfois, dans ces moments compliqués émotionnellement de nos enfants, eh bien, leur parole peut donc dépasser leurs pensées. Moi, je fais le test, je prends un enjeu de ma vie et je l'analyse avant de me mettre la pomme de douche bien chaude sur la nuque et après. Et je vois que ma vision des choses change. Donc, on est des êtres rationnellement imparfaits. Donc, ça vous permet aussi de mieux comprendre l'impact des émotions de vos enfants. Et vous pouvez aussi partager ça avec eux pour ils comprennent que ces pensées noires qui émergent peuvent être le fruit des émotions qui s'emparent d'eux. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? À nouveau, j'ai pas de recette miracle, mais je peux partager un certain nombre de choses. Tout d'abord, le sport. Le sport, ils en font naturellement. C'est plus difficile d'en faire en ce moment, mais vous pouvez pas imaginer à quel point scientifiquement ça change tout. C'est pas pour rien que la plupart des présidents, de la République, eh bien, s'astreignent à une routine sportive, peut-être la moitié d'entre eux, quitte à rogner sur le sommeil qu'ils ont déjà pas très étendu pour, pouvoir tenir le coup. Faites-en l'expérience vous-même. Le chercheur Babiyak, Babyyak, a, comparé l'efficacité de, traitements chez des dépressifs, de traitements médicamenteux d'une part, de thérapie, je ne sais plus de quel type il s'agit, mais, je ne sais pas s'il s'agit de thérapie psychanalytique, heu, approche de thérapie, bref, je ne sais pas, mais en tout cas des thérapies, psy et du sport. Et il s'aperçoit que, l'efficacité, du sport est égale ou supérieure aux autres approches, mais surtout qu'elle a une plus grande rémanence sur la durée. Parce qu'il y a un apprentissage corporel, il y a une mémoire du corps qui se met en œuvre. Babiak résume ça en disant, heu: «Ne pas faire du sport, c'est se réveiller tous les matins et prendre des dépresseurs». Vous voyez le petit jeu de mots? Je me réveille et au lieu de prendre un antidépresseur, ce que certains font s'ils vont mal, eh bien, je prends un dépresseur tous les matins en ne faisant pas de sport. Donc le sport pour les enfants, eh bien, en ce moment, plus que jamais. Deuxièmement, alors vous me direz peut-être, hein, tout ça, ce sont des poncifs, mais je trouve que c'est important de se rappeler les fondamentaux liés à notre corps en ce moment, puisque, notre corps est malmené, comme notre esprit. Deuxième idée toute simple, la nature. Eh bien, de la même manière, les bienfaits de la nature sont vraiment étonnants. Il y a au point qu'il y ait aujourd'hui, eh bien, comment dire? Un corpus de connaissances, transdisciplinaire qui s'appelle la biophilie et qui soit dédié explicitement à l'étude de la ah bah super, de nature et de forêt, bravo, tant mieux. L'étude des bienfaits du vivant pour nous, êtres humains. Et il suffit d'une exposition de quelques minutes, à partir de même 40 secondes d'exposition à de la nature, on a déjà un bénéfice. Si on l'étend à plusieurs minutes et alors 30 minutes, c'est la panacée. On voit une diminution du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress dans le corps. On voit une capacité cognitive qui est régénérée. On voit une bascule dans le système parasympathique, qui est, celui, de l'apaisement plutôt que celui de la rumination. C'est vraiment, fascinant. Et si vous dites: «Tout ça est sympathique, mais est-ce que c'est vraiment significatif?» Il y a aujourd'hui des expériences qui sont, à l'œuvre pour augmenter la présence de végétal dans les hôpitaux afin de faciliter la rémission. Donc là, on parle de rémission physique. Donc vous imaginez si physiquement ça a cet impact-là, alors sur le mental, c'est a fortiori. Hem, En 1984, c'est Ulrich qui rapporte que des patients, en rémission d'une opération, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est gastro-entérologique, eh bien,
qui ont des fenêtres, donnant sur la cime des arbres, se sortent un jour plus tôt de l'hôpital que ceux qui ont des fenêtres qui donnent sur du béton et ils ont une consommation qui est 50 moindre, enfin 2 fois moindre, de d'antalgiques puissants. Donc, on parle aujourd'hui, sous forme de clin d'œil, Pierre, de sylvothérapie et la sylvothérapie, c'est quelque chose qui est publié dans le Journal of New England Medicine, donc c'est sérieux, des bienfaits de la nature. Les animaux de compagnie également. Nous, on a pris un chat à la maison parce qu'on a vu que les familles avec des animaux domestiques étaient plus heureuses et qu'on a des preuves qu'avoir un animal domestique, eh bien, ça rend plus intelligent émotionnellement, ça apporte de l'apaisement, ça crée de l'union à l'intérieur d'une famille. Donc voilà, faites venir du vivant, encouragez vos enfants à le côtoyer, à s'immerger dedans au maximum. Il y a comme une pétition signée par, je ne sais plus, c'est 100 000 ou 200 000 personnes vers septembre-octobre pour encourager le gouvernement à étendre la distance autorisée autour de chez soi, de telle sorte à pouvoir rejoindre un espace vert. Après, à choisir, il vaut mieux 5 minutes tous les jours près de chez vous que 30 minutes une fois par semaine. Ça a été prouvé aussi scientifiquement. Donc le sport, la nature. Euh, Troisième idée, pour changer un peu d'univers, prendre son parti. Prendre son parti. C'est-à-dire qu'à la fois, on est content de ne pas être fixé, enfin qu'on ne nous dise pas qu'on en a pour 1 an, aujourd'hui, et en même temps, le fait de ne pas savoir quand la situation redeviendra normale, cette incertitude-là, elle nous maintient dans un état de stress qui est délicat. En revanche, on a des capacités d'adaptation qui sont phénoménales et une fois qu'une situation est claire, déterminée en termes d'horizon et irrévocable, on s'adapte. Donc, je n'ai pas de réponse, mais je pose la question. Et si, et je fais le même travail sur moi, dans ma famille, avec mes collègues, et si on se disait, et à nos familles, à nos enfants, bon, on en a jusqu'à septembre. Peut-être que vous direz c'est décembre, mais fixez un horizon. Jusqu'à septembre, la vie va être compliquée. Mais au moins, on sait que c'est septembre. Et si on a des bonnes nouvelles, très bien, mais on part là-dessus. Et pour apporter du crédit scientifique à ça, il y a une expérience qui a été faite, qui est rapportée par euh, Barry Schwartz. Et Barry Schwartz rapporte c'est par Dan Gilbert. Et Dan Gilbert parle d'immunité psychologique. Son livre s'appelle Stumbling on Happiness, Trébucher sur le bonheur. Et il effectue l'expérience suivante. Alors, soyez attentifs parce qu'elle n'est pas facile à visualiser. J'ai choisi de ne pas avoir de diapo ce soir pour que ce soit plus informel, mais celle-là aurait mérité une diapo. On a demandé à des gens de classer des tableaux par ordre de préférence. Les nymphéas, des exemples de nymphéas de Monet. Je ne sais pas si on dit nymphéas, sans doute plutôt nymphéas. Et on leur dit, les gens classent, ça c'est mon préféré, 2, 3, 4. OK. Ensuite, on revient les voir un peu plus tard, une semaine plus tard, et on leur dit, on va probablement vous faire un cadeau, vous offrir une reproduction de nymphéas, et ça va être le 2 ou le 3. On les a en stock, lesquels vous préférez. Les gens, ils regardent les tableaux 2 et 3, et ils disent, c'est le 2. Ça tombe bien, c'est le 2 qu'ils préféraient. On repart, on revient une semaine plus tard, on leur dit, ah, écoutez, en fait, probablement qu'on va avoir que le 3. Les gens sont un peu contrariés parce qu'entre-temps, ils étaient attachés au tableau 2. On part, on revient une semaine plus tard, ils ne sont pas très contents et ils préfèrent toujours le 2. En revanche, même expérience, on leur dit, finalement, c'est certain que c'est le 3 que vous allez avoir. On revient une semaine plus tard, on leur dit, qu'est-ce que vous préférez? Ils disent, le 3, ça me va très bien, je suis content. D'accord? Vous allez me dire, c'est juste des tableaux et puis peut-être qu'ils se racontent des salades à eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que la même expérience a été faite.
où on leur demande 1 an plus tard de réexaminer le tableau, c'est vraiment le tableau 3 qu'ils préfèrent. Et encore plus convaincant, on fait ça avec des patients avec des troubles de la mémoire antérograde. Vous avez peut-être vu le film Memento. Memento, le héros, je ne sais plus combien de temps, mais toutes les 30 minutes, biais de confirmation, oui, il y a un lien avec les travaux de Beauvois, je crois que c'est ça, la dissonance cognitive. Heu et donc dans le film Memento, toutes les 30 minutes, il a un reset de sa mémoire. Il a oublié ce qui s'est passé pendant 30 minutes. On réalise la même expérience avec des patients qui oublient toutes les 30 minutes ce qui s'est passé. Donc l'expérimentateur, au lieu d'attendre 1 semaine, il attend 30 minutes, il re-rentre dans la chambre du patient et il lui pose la question suivante. On fait exactement la même expérience de A à Z. Au bout de X itérations, on arrive à la fin, on montre le tableau numéro 3 au patient. C'est celui-là qu'il préfère. Et il ne se souvient absolument pas qu'on lui a présenté le tableau 1, 2, 3, 4 auparavant, il a oublié tout le reste. Il se souvient, il a juste devant les yeux le tableau 2 et le tableau 3, il dit « mon préféré, c'est le 3 ». Ce qu'on est en train de dire dans cette expérience, c'est que dès l'instant où, de manière certaine, une situation est irrévocable, avoir le tableau 3, avoir devant nous 6 mois de galère jusqu'en septembre, eh bien, on transforme notre vision du monde de manière corporelle au point d'avoir changé nos préférences. Le patient avec des troubles de la mémoire antérograde ne sait même plus pourquoi, mais il préfère le tableau numéro 3. Et il le préfère parce que de manière irrévocable, c'est ce tableau-là qu'il a et il ne peut pas avoir le 2. Voilà, donc pour moi, il y a une réflexion à avoir vis-à-vis de nos enfants pour se dire, est-ce qu'on ne présenterait pas les choses sous la forme de, on a devant nous un temps qui est certain, qui va pas être marrant, mais au moins on n'est pas sur cette incertitude et on s'adapte. On est infiniment adaptable. Alors, autre clé de réflexion à partager avec vous, faire sens des choses. Alors évidemment, c'est pas facile, en particulier avec des adolescents ou des préadolescents. Heu, Moi, je me dis: «Pourquoi ne pas imaginer d'utiliser ces temps-là un peu bouleversés pour des projets spéciaux?» Qu'est-ce qui les tente? Qu'est-ce qu'en ce moment, moi avec ma femme, on essaie en ce moment, vous allez me dire c'est très bobo, hein, mais on essaie d'écrire un livre. Alors, c'est modeste, hein, on se met des post-it, et on essaie, ils sont au mur là derrière au fond dans la chambre, on essaie de se faire des petits délires, des projets familiaux sympas où on essaie d'imaginer quelque chose, à l'occasion de cette drôle de vie. Hem 2e idée, pour faire sens, se créer des perspectives. C'est quoi la prochaine perspective positive que l'on a? Est-ce que c'est d'aller voir, les grands-parents qui sont vaccinés? Est-ce que c'est, d'avoir, une petite entorse, et je vous encourage pas à le faire, mais une petite entorse au, au règlement et d'avoir, des copains qui viennent dormir à la maison? Il faut aussi, je pense, être intelligent dans la transgression, être citoyen, mais sentir le moment où on va devenir fou, nous, nos enfants, et où on a besoin de la bouffée d'oxygène, sociale. C'est quoi la prochaine perspective vraiment sympa, à se créer? Et parce qu'il y a résignation apprise de nos enfants ou de nous-mêmes, paradoxalement, alors qu'on en aurait plus que jamais besoin, on peut être tenté de ne pas organiser autant que notre liberté nous le permettrait, des choses pour aller mieux. C'est quoi les marges de liberté qu'on a et qu'on peut utiliser, employer, pour se recréer des moments joyeux, se créer des perspectives. Autre, approche pour, donner du sens, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une raison? C'est quoi la raison en ce moment? Alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont en colère de la politique du gouvernement, hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, mais vous pouvez adhérer, être, contre, en colère. Donc si c'est le cas, c'est difficile, mais transformer cette indignation en un combat familial et embarquer vos enfants dans votre militantisme
Et si vous trouvez que la politique du gouvernement est juste, moi je trouve qu'on fait pas si mal que ça, à titre personnel, eh bien, rappelons-nous qu'on est en train d'épargner des vies, de protéger des personnes vulnérables. Redisons-nous ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et puis enfin, peut-être se dire aussi pour donner du sens et avoir des réflexions autour de la table où on mange ensemble, en famille, et bien se dire que finalement tout ça est advenu parce que notre rapport à la nature est biaisé. Heu, cette zoonose du Covid est survenue parce que on a perturbé l'habitat, d'espèces animales et que la transmission des zoonoses, eh bien, se fait beaucoup plus facilement à l'être humain. Il y a quand même, mauvaise nouvelle, il y a plus de 1 million de zoonoses dont les 3 quarts sont susceptibles d'être transmises à l'homme. Donc ce que l'on vit en ce moment, pour essayer de faire sens, c'est on récolte malheureusement les fruits d'une relation biaisée à la nature. Et c'est pas joyeux, mais ça permet de comprendre pourquoi ces choses-là arrivent et qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on a un combat écologique à mener, à la maison, à l'école ou autre? Voilà, donc comment faire du sens de ça? Après, peut-être vous dire autre chose, pour être sur un terrain plus joyeux, c'est, vous connaissez ce fameux concept de gratitude. Il est utilisé dans le développement personnel, il est dévoyé parfois par des psychologues de comptoir. La psychologie positive, qui est une des branches, à la fois optimiste et sérieuse des sciences humaines, eh bien, démontre que, hem, faire preuve de gratitude est profondément bénéfique pour soi-même et surtout que la gratitude est un muscle. La gratitude se développe. Donc parmi, les techniques qui ont été développées à la fois à l'école, dans des écoles suisses comme dans le programme BALE, heu voilà, BALE, eh bien, oui, on parlera de l'impact des écrans, très bonne idée. Hem, le les écrans n'empêchent pas la gratitude d'ailleurs. Hem, dans des écoles, mais aussi dans des entreprises, il y a un cabinet d'audit anglo-saxon, qui a, mis en place un programme de 21 jours pendant lesquels tous les matins en arrivant au travail, on était invité à, démontrer de la gratitude, faire preuve de gratitude. Alors, ils sont un peu fous les anglo-saxons, hein, il y a un côté un peu bon enfant sympa et en même temps qui fait un peu peur. Évidemment, on n'était pas obligé de le faire, c'était une expérimentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour modifier les circuits neuronaux et donc transformer une habitude un peu forcée en quelque chose de naturel, être devenu quelqu'un de plus reconnaissant. Et les 3 gratitudes qu'on était invités à formuler dans cette entreprise, c'était gratitude vis-à-vis, de soi-même, déjà. Bah, bravo Alexandre, tu te démerdes pas trop mal. Tu arrives, aujourd'hui, tu as bien travaillé, tu as réussi à aller faire des courses à 16 heures pour que le frigo, soit pas vide et ce soir, tu partages des choses qui comptent pour toi auprès de parents d'élèves. Deuxièmement, gratitude, vis-à-vis de collègues ou pour nos enfants, vis-à-vis de camarades. Est-ce que je t'ai dit, Franck, à quel point, ça m'a fait plaisir hier, de partager ce moment avec toi où tu m'as bien aidé en classe? Et gratitude vis-à-vis du monde, la plus dure en ce moment. Et malgré tout, moi j'ai la chance, que mes parents se fassent vacciner, dans 10 jours. Heu, pardon si c'est malheureux de dire ça, mais, j'ai pas perdu de gens, trop proches. J'ai un toit, voilà. Est-ce qu'on peut se rappeler ces choses-là, dans la mesure du possible? Donc, formuler de la gratitude et ça fait du bien. C'est un peu scolaire, justement, mais ça fait du bien et je connais des familles qui font ça à table le soir. C'est quoi les bonnes choses dont on peut être plutôt content aujourd'hui, chacun d'entre nous? Hem, que vous dire d'autre? J'ai envie de vous dire également, parmi, des idées pour réflexion que, on n'est pas, des surhommes, heu, on peut, ou des Wonder Woman et que l'intelligence collective
est vraiment importante. Vous savez que dans les entreprises, on voit de plus en plus apparaître de co-développement et le co-développement, c'est, se rassembler par petits groupes de 4 ou 5 et se dire, chacun exprime un enjeu qu'il a en ce moment, un souci ou une problématique. Ça peut être un enjeu ou un problème au choix et ensuite le petit groupe se met d'accord sur, lequel on va traiter, en question. Heu, Précise ta question, je pense ah d'accord, oui, c'est pas à moi, d'accord, c'est à un des participants. Heu, le groupe choisit quel enjeu, est abordé et ensuite tour à tou la personne qui devient, au centre de l'attention exprime plus clairement, son enjeu, son besoin et les autres se mettent à son service pour apporter dans l'ordre des expériences. J'ai déjà vécu ça, et voilà comment ça a marché. Ensuite des théories. Voilà une théorie qui peut-être pourrait marcher. Et troisièmement, je sais plus ce que c'est troisièmement, je crois que c'est juste, des idées un peu folles, qui viennent à l'esprit. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle permet à une personne de formaliser un enjeu, donc d'exprimer quelque chose qui pourrait être, resté à l'intérieur et ensuite, rien qu'en faisant ça, il y a un vrai bénéfice, ça a été, démontré et ensuite, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez des réponses les uns pour les autres en tant que parents et vous pourriez faire ça, Pierre, une séance prochaine et enfin, même les camarades entre eux, ça pourrait marcher. Ou vous pourriez, vous, être auprès d'un petit groupe de copains et être dans une posture un peu neutre juste pour les aider à faciliter la chose, mais vous effacez un petit peu. On ne se rend pas compte à quel point, c'est important de solliciter notre expérience réciproque et vous me direz que vous faites ça naturellement entre parents. Peut-être que vous le faites à la sortie de l'école et cetera. Mais le faire de manière un tout petit peu plus formelle, en fait, ça produit, des miracles. En général, quand le monde de l'entreprise se saisit d'une technique, c'est qu'elle a une vraie utilité. Hem, je regarde, d'autres choses, bah, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais il est 43. Peut-être qu'on peut, je peux accueillir vos réactions et selon, bah, répondre à vos questions ou encore vous livrer des réflexions. Merci Alexandre. Tu avais déjà la question de Frédéric sur l'impact des écrans, qui pour l'instant est la seule question. Je ne sais pas pourquoi l'espace de questions-réponses ne marche pas. Il n'arrive pas à poser de questions, ce qui est un peu dommage, mais Ah bon, les gens n'arrivent pas à poser de questions? Ou peut-être qu'ils ont juste pas il en est pas venu comment tu sais que ça marche pas? parce que moi, je n'arrive pas à poser de questions déjà, donc peut-être que Ah zut alors, d'accord, OK. Bah, attends, on est 24, sinon on peut aussi ouvrir le micro, Je réponds à cette question sur les écrans et après on ouvre les micros et on voit enfin, je te laisse voir. Hem, sur le digital, hem, aujourd'hui vos enfants, ils ont peu de, ils sont en présentiel, hein, sauf s'il y a des cas contacts, auquel cas ils sont confinés, quelque temps. Je suis bien au fait des choses. absolument, oui. D'accord. Donc, j'avais pas adressé cette question parce que, pour moi, on n'était pas en confinement en ce moment. Mais que dire sur les écrans? Heu, oui, c'est difficile, moi, ce que je propose, c'est si vos enfants sont amenés à avoir des interactions avec les écrans, c'est les rendre ludiques au maximum, entre eux, entre camarades, utiliser les filtres, créer, créer de la joie à l'intérieur même du formalisme du digital. Heu, J'encourage également, les, dans selon la modernité de vos enseignants ou, modernité, c'est pas le bon mot parce que ça pourrait être péjoratif pour les autres, mais selon le caractère, heu, très, très aventurier de vos enseignants, ils pourraient avoir envie de mettre en place des minutes météo. Ça se fait où, et bien, chacun exprime en un mot son état, même, en digital justement ça peut marcher. Comment il se sent? Est-ce qu'il est plutôt soleil? Est-ce qu'il est plutôt tempête? Et ça permet à la fois à l'enseignant de prendre la température rapide de comment vont les élèves et en même temps aux élèves de l'avoir exprimé et donc aux autres élèves ou bien, via le chat ou bien via une parole
et les autres camarades peuvent venir en soutien en disant: «Ah bah, dis donc, j'ai vu que toi, tu étais tempête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?» Hem, que dire d'autre, sur les écrans? Les ce qui Pour ce qui est des écrans à la maison, ben, moi j'observe que parfois les gens reviennent au téléphone. Alors c'est pas du tout la génération de vos enfants qui sont sur WhatsApp, ou avec des vidéos, mais parfois supprimer les écrans et heu, hop, je regardais la question en même temps. Heu, j'ai été perturbé, par la question. Oui, peut-être juste dire que les écrans sont un moyen de maintenir la socialisation entre les élèves après, les cours, donc ça, il faut pas le sacrifier, mais que c'est une telle atteinte au sommeil et en ce moment, le sommeil est vraiment perturbé. Chez les adultes, 2 tiers des Français connaissaient des troubles du sommeil, importants, la semaine du 22 novembre, la dernière semaine de novembre, 2020. Cette même semaine-là, 22,6 des Français étaient en état de dépression. Pas en état de déprime, en état de dépression. Donc tout ce qu'on peut faire pour s'éviter, les écrans avant de se coucher, mais ça, vous le connaissez par cœur, c'est vraiment important parce que le sommeil, c'est un de nos alliés en ce moment. Alors, comment aider les enfants qui sont décrocheurs et dont les parents se sentent démunis de les remettre en mode élève? Hem je suis désolé, mais je suis en dehors de ma zone, de confort. Ce que je peux dire, c'est que j'observe de l'entraide, entre parents, qui, vont, parfois, faire des séances de devoirs en visio collectif. J'observe aussi que dans certaines familles, il y a, des grands-parents, qui se mettent au service et qui, créent en visio, des séances de questions-réponses ou d'accompagnement, pour, les élèves, pour les aider à faire leurs devoirs. Et c'est pas anodin parce que, à nouveau, je le redis, on n'est pas des surhommes et des Wonder Woman et donc les journées sont bien pleines. On doit faire beaucoup de choses en ce moment, bien qu'on ait moins de temps social et donc vous n'arriverez pas à tout faire. Donc trouvez des gens auprès de vous, dans le cercle familial ou le cercle des parents d'élèves qui peuvent vous aider là-dessus, c'est une bonne idée. Heu, moi j'encourage, heu, je vous encourage à aller voir des associations. Il y a énormément de choses qui se font en ligne où on voit, heu, des, des tutoriels d'éducation nationale, des associations qui proposent des exercices, des associations qui proposent de gamifier les cours. Ça, je pense que c'est important. Je pense vraiment qu'un élève qui est en train de décrocher, il faut le remettre en connexion avec ses camarades. Les techniques les plus puissantes à l'école, aujourd'hui sont peu employées ou pas toujours employées à l'école. C'est quand même les apprentissages collaboratifs. Je me réfère aux travaux de Sylvain Connac et là-dessus, mettre en œuvre des systèmes où, des élèves, des camarades vont aider votre enfant, c'est bénéfique. Sachez que en général, ce qui fait qu'un élève n'arrive pas à faire un devoir, c'est rarement un problème de fond. C'est parfois juste une compréhension, une question de clarification sur un énoncé ou ce qu'il faut faire. Sylvain Conec observe que, 90 des questions qui sont posées en cours sont des questions de clarification ou de manque de compréhension de ce qu'il faut faire. Et donc, en fait, paradoxalement, si votre élève est décrocheur, c'est pas forcément le meilleur élève ou la meilleure élève de la classe qui va pouvoir l'aider. Il y a pas besoin de ça. Au contraire, si c'est le meilleur élève, ça risque de faire sentir à votre enfant qu'il est, de le dévaloriser en se disant: «Ah bah, en fait, je suis pas bon et lui, il est bon». Donc ce que propose Sylvain Connac, c'est de créer, des systèmes où n'importe quel élève, est au service de n'importe quel élève de manière tournante. Alors je sais que
vos parents, vos enfants sont très connectés, il y a souvent des groupes, WhatsApp, de classe. Vous pourriez aussi vous dire: «Eh ben, parmi, à l'école, on va créer un et si toi, je sais pas comment s'appellent vos enfants, Fatima ou Hugo, eh bien, tu crées, un groupe WhatsApp avec 4 5 copains et vous faites un groupe WhatsApp d'entraide avec les questions, avec des questions autour des devoirs et en fait, c'est important d'avoir un espace neutre où les questions peuvent être posées pour arriver à avancer sur ce qu'il y a à faire à la maison et enfin, moi, je pense que si vous êtes, et ce que je vais dire n'engage que moi et j'espère que c'est pas, maladroit de le dire, en plus filmé, mais si vous sentez qu'il y a un point de décrochage embêtant, moi, je pense qu'il faut risquer de transgresser les consignes, sanitaires et faire que votre élève puisse aller, voir d'autres camarades et cetera. Le ce que l'État nous invite à faire, c'est un exercice d'équilibriste entre différents maux, qui nous différents enjeux auxquels on est livré. Heu, il faut tirer parti de l'intelligence d'autres parents ou de camarades si vos enfants sont en risque, de décrochage. C'est mon avis personnel. Ouais, tu as 2 Heu, autres questions, une question de Frédéric qui demande si tu connais des méthodes de méditation pour adolescents et puis une question de Yumiko qui, elle, te demande si finalement la culture d'une façon plus large n'est pas aussi un moyen de les faire évoluer, de les faire s'échapper de de la ouais. situation. Ouais, ouais, super. Je relève quand même ton message que tu m'as envoyé, en parler autour de soi. Oui, parlez autour de vous de votre détresse. N'ayez pas honte, n'ayez pas de biais de représentation sociale. Heu, Tout le monde, présente les à quel point ses enfants sont géniaux, mais il faut pas avoir honte de dire, si à un moment on galère et aussi un tips que tu partages Pierre, applaudir et reconnaître les petites réussites, oui. Dans les enfants qui sont les ultra décrocheurs, ceux qui sont en centre éducatif fermé, centre éducatif renforcé, ceux qui sont passés devant au tribunal des enfants, qui sont délinquants, la première recette, c'est redonner confiance en mettant en avant les réussites. Généralement, on a naturellement un ratio de 3 feedbacks négatifs pour un feedback positif et donc il faut tiens, au moment où je dis ça, j'entends ma femme qui est en train de gronder mon fils, de l'autre côté de la porte. Donc allez-y, c'est vraiment important, congratulez, reconnaissez les progrès, allez-y. Ensuite, la méditation ou quelle méthode, je ne sais pas vers quelle méthode vous référez. Je connais comme vous je sais que les travaux de comment il s'appelle? De c'est, Christophe André, en plus c'est l'un de nos parrains, sont vraiment sérieux dans toutes les méthodes du psychiatre Christophe André. Vous pouvez vous en saisir. Je crois que les livres, comment elle s'appelle? De Sinel, sur la grenouille, je sais que je connais pas leur valeur scientifique, mais je sais que les parents en sont contents, ça c'est certain et la méditation, vous avez raison, c'est vraiment une approche intéressante parce que, elle redonne sommeil, elle apaise, elle recentre et dans le monde de l'entreprise, on voit de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui, l'utilisent, comme moyen de retrouver de la clarté d'esprit. Donc aujourd'hui, les techniques de mindfulness, de centrage, d'attention, de méditation ne sont plus des enjeux ou des choix idéologiques. C'est vraiment des choses qui sont avérées scientifiquement. Donc, aller dans cette direction, c'est peut-être le bon moment. La culture, oui, c'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Je me l'étais noté. Soyez, fous, soyez audacieux. Imaginez des projets artistiques, des projets créatifs avec vos enfants. Encouragez-les, là-dessus. C'est à la fois une catharsis, c'est un moyen détourné de développer des compétences et c'est d'une puissance et je vous parle, alors que je suis quelqu'un qui est pas doué en dessin, pas doué en musique, mais pour donner du crédit à cela, hem, c'est l'institut, de cardiologie de la Salpêtrière qui envoie ses patients, post-opératoires après, des opérations donc
cardiologique, euh, au, au château de Compiègne. Euh, et ils font ça parce qu'ils s'aperçoivent que c'est l'exposition au beau, à la transcendance, a un effet bénéfique. Ça mobilise les mêmes zones du cerveau que l'amour, que la reliance, que l'exposition à la nature. On parle donc aujourd'hui d'ordonnance muséale. Les médecins prescrivent d'aller au musée. Donc, allez-y. Et à nouveau, quand je dis ça, hein, comprenez-moi, hein, je dis ça avec vraiment de l'humilité. Hein, je sais à quel point c'est pas facile. Donc, trouvez des soutiens et en même temps, pourquoi pas mobiliser votre établissement. Euh, Proposer des choses à votre établissement. On ne peut pas savoir quel sera l'accueil parce que l'établissement lui-même a beaucoup de contraintes et beaucoup de choses avec lesquelles jongler. Mais euh, demandez-vous quel pourrait être le projet artistique imaginé par l'école pour remobiliser les enfants. Euh, Cet hiver, un ami de ma sœur m'a raconté que dans son établissement, il y a des travaux à réaliser. Or, l'établissement avait une partie était monument historique. Donc, il s'est dit, il a rassemblé des parents, puis ensuite été voir un enseignant qui a rassemblé d'autres enseignants, et ils ont créé un projet transverse pédagogique qui soit autour des travaux de l'établissement. Et ils ont mobilisé à la fois le côté histoire pour comprendre l'historique du bâtiment, le côté mathématiques pour les mesures liées au chantier, etc. Et aujourd'hui, l'éducation nationale est en train de voir comment en faire une expérimentation modélisante pour d'autres endroits. C'est parti d'un parent qui a été voir l'établissement. Je connais une bénévole à Fabrique, Sonia, qui essaie de convertir son école à une cantine bio. Mon adjointe Amélie à la Fabrique Spinoza a proposé que les temps lorsque il y a des enseignants qui sont en arrêt maladie, et c'est beaucoup plus fréquent en ce moment pour des raisons de stress chez eux, pour des raisons d'épidémie, etc., eh bien, ces temps-là sont souvent convertis en temps d'études. Elle a proposé qu'une partie de ces temps d'études soit des temps de jeu, simplement parce que il faut créer un peu de joie. Et elle est en train de militer pour que ces temps-là ne soient pas juste des temps de devoir et des temps silencieux, mais qu'on puisse faire des jeux de société, des jeux, que sais-je, en trouvant des jeux qui ne sont pas dangereux par rapport aux consignes sanitaires. Donc, imaginons des choses. Et peut-être, in fine, pour conclure, moi, je me dis, ne négligeons pas le pouvoir de la parole. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, si vous êtes démunis, vous ne savez pas quoi faire, eh ben, à minima, faites-les causer aux enfants. Et même à un âge où ça peut être délicat, la préadolescence ou l'adolescence, euh, exprimons. Quelle est l'émotion qui s'empare de votre enfant, de votre adolescent. Euh, sur Virgin Radio, pour aller dans du intello et du plus populaire, au sens noble du terme, eh bien, le Virgin Radio propose tous les soirs de 21h à minuit une émission où on peut appeler libre antenne pour parler de ses difficultés. Et là, c'est vraiment les ados ou les enfants entre eux. Hein. Il y a 1 heure avec une table ronde avec des intervenants, 1 heure avec un psychologue et 1 heure, je ne sais plus ce que c'est. Qui parlent, qui vous disent développer l'intelligence émotionnelle pour mettre le nom sur les émotions. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'amertume? Tout ça, ça permet ensuite d'ouvrir un chemin pour trouver des solutions à la maison, à l'école ou avec d'autres parents. Et puis, je conclurai en disant que au milieu de tout ça, faut reconnaître qu'il y a des moments où on ne sait pas quoi faire et qu'on cherche nous-mêmes à tenir. Donc, il faut tenir soi-même. On n'a pas, vous connaissez le syndrome d'Atlas, chercher à tout faire, porter le monde sur ses épaules, sa famille, son couple, ses enfants, la scolarité, le travail, tout ça. On fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut et à la fin, tout ira bien ou ça ira pas trop mal. Donc, reconnaître le moment où on n'y arrive pas et c'est pas grave.
et c'est pas grave, on s'en sortira quand même. Soyons au milieu de tout ça, soyons doux avec nous-mêmes. Soyons doux avec nous-mêmes et on le sera d'autant plus facilement avec nos enfants. Voilà, chers amis, il est 20 h. Si tu as le temps pour une toute petite dernière question, il y a Aurel qui demande Bien sûr, c'était pour vous que je disais ça, bien sûr. comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que des signes de burn-out peuvent être gérés pour que malgré tout, on arrive à suivre le mal-être, Hem, plutôt suivre les cours malgré ce mal-être d'ailleurs. hem, Bah, si vous avez des signes là, je pense qu'il faut demander faut commencer par demander de l'aide parce que je ne suis pas qualifié pour savoir si dans ce moment-là, heu, quelle est la priorité. Moi, je pense que la priorité dans ces moments-là, c'est de trouver des bulles d'oxygène, mais là, je vous parle en tant que père, hein, et mon enfant a 2 ans et demi, donc c'est pas qualifié, mais peut-être que moi, je me dirais: «Le plus important là, c'est de partir, 4 jours au vert, si, vous pouvez le faire financièrement, si votre travail vous le permet, donner un bon coup d'oxygène, pour, se ressourcer et revenir un peu mieux. Traditionnellement, il y a 6 semaines entre deux vacances. Peut-être qu'en ce moment, il faudrait plutôt, 4 semaines parce que les temps sont pas faciles et hem et et sinon, continuer à suivre les cours malgré ce mal-être, bah, si vous étiez des wonder profs, et le confinement a montré aux parents qu'être prof, c'est un métier, hein, donc il ne s'agit pas de se substituer aux profs. Mais peut-être que, vous pouvez vous-même vous demander: «Tiens, ce cours-là, comment est-ce que moi je peux essayer de me l'approprier?» Et te connaissant toi, mon fils ou ma fille, essayer de te faire comprendre la substantifique moelle de ce cours-là. Je ne sais pas, chers amis, cette dernière question, je me sens en zone d'inconfort. Moi, je vous justement là, sur cette question-là, je vous proposerais plutôt de un consulter un professionnel et 2 demander leurs conseils à d'autres parents. Mais, voilà, appuyons-nous sur le collectif. Aucun d'entre nous n'est seul. Aucun d'entre nous n'est seul. Il y a d'autres parents qui ont réfléchi à ça. Vous avez des associations, si vous n'avez pas trouvé d'inspiration, ce soir. On va dire en plus de l'inspiration que j'espère vous avoir donnée. C'est une bonne conclusion. D'ailleurs, enfin, ça fait écho à ta phrase moi, que j'aime beaucoup sur ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et il y a quelques jours, on a fini une conférence à laquelle j'assistais sur une autre phrase qui disait ce qui s'observe se développe et le fait de le regarder avec bienveillance fait qu'on va mieux. Ça rejoint ton point de gratitude et je pense que il faut effectivement s'accepter et ne pas hésiter à oser en parler pour que les choses aillent mieux. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour cette heure passée avec nous. J'espère que les 24 personnes qui étaient là ce soir auront été satisfaits par cette conférence. Pierre, on pourrait même je te coupe parce que les gens vont partir, mais je te donne la parole après. Si vous pouvez mettre un petit mot. Ah bah non, ils peuvent pas justement. Enfin, pour certains, mettre un petit mot sur, comment ça s'est passé Ouais. et moi, ça me fait grandir aussi pour savoir que partager dans d'autres circonstances. Si vous pouvez pas, allez manger, allez avec vos enfants, votre famille et je te redonne la parole Pierre, excuse-moi. Non, mais je t'en prie, c'est naturel. Oui, si vous pouvez mettre un petit mot dans la conversation, n'hésitez pas. Et comme je le disais, donc cette conférence est enregistrée, on la remettra à disposition de tous les inscrits et peut-être même un petit peu plus largement pour que ce que tu nous as partagé puisse servir à tous. Et, et encore une fois, un grand merci et bon appétit. Va consoler ton fils s'il n'a pas été, si jamais il était grondé trop fort. Voilà. Bon et ben, j'étais heureux de ce moment et prenez du grand soin de vous. On va y arriver. On va y arriver petit à petit et je vous dis à bientôt, peut-être. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne soirée à tous.
Bonne Au soirée à revoir. tous. Au revoir.